bonjour à toutes et tous pour celles et ceux que je n'ai pas pu voir ce matin à la première table ronde sur les fréquences radio. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette édition 2021 des JTSE. L'édition précédente avait dû être annulée. Vous le savez, et donc c'était important pour nous de renouer avec cette tradition des tables rondes et des rencontres qui font un petit peu partie de l'ADN des JTSE, et surtout après, c'est pas terminé, visiblement, malheureusement, ce contexte sanitaire très particulier. Donc voilà, c'est l'occasion de souligner à quel point dans nos métiers, dans vos métiers, les échanges, le partage, la rencontre, sont des éléments importants. Donc on va pouvoir échanger là sur un sujet qui est très concret et surtout parler d'un métier en fait qui est un métier qui concerne à peu près tous les acteurs des techniques du spectacle, qui est un métier pivot, qui est celui de scénographe d'équipement, avec une table ronde qui a été préparée par Mahtab, Mahtab Mazlouman, qui est rédactrice à l'actualité de la scénographie, qui est architecte scénographe, et surtout qui est responsable du master scénographie artistique théâtrale à l'école d'architecture de Paris La Villette. Alors, avant peut-être de présenter les différents intervenants, et je voudrais souligner, faire un petit point sur le déroulé de la rencontre, un petit point pratique. Donc on va avoir un échange qui va durer environ 45 minutes avec des interventions des différentes personnes invitées. Et puis ensuite, à la fin de cet échange, à l'issue de cet échange, il y aura un échange avec vous, avec le public, d'environ une quinzaine de minutes. Donc voilà, je vous demanderai de faire bref dans vos interventions aussi, et puis de vous présenter à chaque fois. Voilà, donc aussi, avant de présenter les différents intervenants, je tiens à excuser Michel Cargosian du ministère de la Culture, qui n'a pas pu être là, qui est souffrante. Voilà, mais on va avoir l'occasion quand même de parler, parce qu'elle représentait plutôt le côté maîtrise d'ouvrage, mais Mahtab vous en dira un peu plus, mais on va avoir l'occasion de parler de cet aspect-là tout de même. Alors, donc Mahtab a convié Michel Kova, qui est scénographe, fondateur de Duxeno, qui est une société coopérative spécialisée dans la scénographie d'équipement et la muséographie, donc une entreprise que vous connaissez certainement. Alors, Michel Fayet, qui est scénographe, fondateur de l'atelier de scénographie Changement à vue. Olivia Fortuné, qui est architecte scénographe, directrice commerciale d'AMG Fait Chose, qui est une entreprise spécialisée dans les équipements scéniques. Et Juliette Pierangelo, qui est une jeune scénographe d'équipement, ingénieure scénique, mais qui a déjà pu travailler avec de très grandes maisons, des établissements importants, aussi bien en France qu'en Suisse, hein, c'est bien ça. Voilà. Mahtab, je te laisse la parole. Merci. Alors, bonjour à tous et à toutes. Cette table ronde qui s'intitule Quel avenir en fait pour la scénographie d'équipement a été aussi initiée après une série d'enquêtes que nous avions fait dans l'actualité de la scénographie sur 3 numéros autour de cette question, une scénographie pour une scénographie, c'est-à-dire que effectivement, la question de l'espace n'est plus à prouver dans l'importance de la création théâtrale. Mais autour de ça, il y a un métier qui est très important et qui est surtout à plusieurs facettes et qui demande des compétences multiples. Et dans ce travail que nous avions fait, on s'est rendu compte autour des fondateurs, ceux qui étaient
les pères en fait de la scénographie d'équipement, il y a une filiation qui s'est installée. Les grandes agences ont donné naissance à d'autres grandes agences qui étaient en fait des gens qui travaillaient là-dedans. Mais surtout, quelque chose de très important, toutes ces personnes qui aujourd'hui sont actives et sont responsables en fait des grandes agences de scénographie, c'est des gens qui venaient du plateau, qui venaient du terrain. Et par rapport à ça, nous avons commencé à regarder un petit peu la jeune génération en se posant la question finalement, quel est l'avenir de ce métier par rapport à la nouvelle génération qui arrive, et aussi quel est l'avenir de ce métier par rapport aux nouvelles commandes et les nouvelles relations qui s'installent, soit avec la maîtrise d'ouvrage, soit avec les entreprises. Et il y a un côté bilan de ce qui est aujourd'hui, mais surtout comment on peut se projeter dans l'avenir avec dans cette profession, puis métier et profession. Donc les questions autour desquelles en fait on va pouvoir débattre, c'est d'abord quelle évolution autour de cette profession, quel avenir pour ce métier, mais quel parcours et quelles compétences ce métier exige, parce qu'elle devient de plus en plus complexe, et puis quel est le rôle des scénographes d'équipement face aux nouvelles données, qu'elles soient, encore une fois, au niveau nouvelles données au niveau des commandes, mais aux nouvelles données au niveau des exigences techniques qui existent, de chantier, et puis des nouveaux projets surtout qui arrivent. Pour ceci, on va commencer avec Michel Cova, dont je pense que 99% d'entre vous connaissent, avec Doc Ceno, qui est aussi une agence qui a énormément travaillé en France, mais qui est surtout, travaillé à l'étranger, c'est-à-dire à l'international, ce qui aussi donne deux regards sur la méthode de travail et sur la place du scénographe d'équipement. Et puis, Michel Cova comme Michel Fayet ont aussi été fondateurs d'une agence, mais ont créé une filiation, c'est-à-dire ils n'ont pas fermé l'agence en partant à la retraite, enfin une retraite modérée parce qu'ils continuent toujours à travailler, mais aussi en donnant les clés à une nouvelle génération derrière. Donc ça aussi, c'était intéressant de savoir comment cette filiation a pu se produire. Voilà. Je te laisse la parole. Oui, alors il y a beaucoup de questions dans cette petit préambule. Il y a d'abord une question majeure, qu'est-ce que c'est qu'un scénographe d'équipement? Alors je déteste, mais vraiment je déteste ce terme de scénographe d'équipement. On n'est pas des fournisseurs de matériel, on n'est pas des prescripteurs de listes de matériel, etc. Donc on n'est pas scénographe, au terme, on ne fait pas de la décoration de décor, on ne fait pas de la mise en espace, etc. Donc c'est un terme qui n'existe qu'en France. Scénographeur, ça veut dire autre chose dans d'autres États, et en Angleterre, on appelle ça, notre métier, ça s'appelle plutôt theatre planner. Et donc, c'est un métier qui est multiple, qui demande beaucoup de compétences, et si on veut avoir la totalité des compétences, il faut être à plusieurs à l'intérieur d'une équipe. C'est la raison pour laquelle j'avais créé, à l'époque, Doc Ceno. On a commencé à 3 personnes, et ça s'est multiplié par la suite avec des ajouts de compétences diverses et variées, y compris dans le domaine de la muséographie et de la scénographie urbaine. Alors les différents métiers, c'est exactement comme le nom d'architecte. Sous le mot d'architecte, il y a différents travaux, différents métiers. Vous avez le directeur de l'agence, les gens somptueux qu'on connaît, dont on parle tout le temps. Et puis vous avez les gens qui font le travail à l'intérieur, qui sont répartis selon différentes tâches. Et puis vous avez aussi, de l'autre côté du spectre, le type qui travaille tout seul ou avec sa femme et un collaborateur, et qui sont aussi des architectes. On a exactement la même répartition dans le métier de... On va garder scénographe d'équipement pour l'instant. S'il y a quelqu'un qui a une autre idée pour le nom, on est preneur.
la taille des entreprises de scénographie montre bien la diversité qu'il peut y avoir entre nous. Je veux dire, nous, nous, quand je dis nous, je suis plus nous, parce que maintenant, c'est plutôt Aldo qui est ici, qui représente la société que j'ai quittée il y a 2 ans et demi. Nous étions une 27, 25, je ne sais pas combien on est actuellement, ils sont actuellement dans cette entreprise, avec des formations en général quand même d'architectes ou d'ingénieurs. La majorité sont des ingénieurs, avec des parcours extrêmement divers. Et c'est cette notion de parcours qui, moi, m'intéresse beaucoup plus dans le recrutement des gens ou dans les conseils à donner aux jeunes qui voudraient se diriger dans ce métier qui est un métier tout à fait génial. Le parcours est certainement beaucoup plus important que les acquis qu'on a pu avoir en commençant ce parcours. Les acquis ne sont pas négligeables. Une formation d'ingénieur, une formation d'architecte est toujours préférable à rien du tout. C'est surtout dans ce métier de scénographe où on est appelé à d'abord commencer notre travail par une analyse du sujet. Les formations d'ingénieurs sont tout à fait pertinentes pour faire ce premier travail. Et ensuite, les formations d'architectes peuvent aider aussi dans le dialogue avec les architectes. Même si des fois, ça pervertit le dialogue avec les architectes parce que les concurrences peuvent s'exacerber. Mais le parcours va nous donner cette petite touche qui manque à des gens qui sortent uniquement d'une école d'ingénieur ou qui sortent uniquement d'une école d'architecte. Le petit truc qui manque, c'est le plateau. Le petit truc qui manque, c'est l'expérience, c'est-à-dire charger un camion, décharger un camion, construire un décor, peindre un décor, assister à des représentations, faire la régie, des trucs comme ça pendant plusieurs années, ou quelques années simplement, mais ça c'est indispensable, parce que ça donne une expérience invraisemblable, l'amour de ce métier, et puis la facilité de dialoguer avec les architectes qui sont bourrés, mais bourrés, comme nous tous on l'est, bourrés d'a priori sur ce que c'est qu'une scène. Ça va être noir. Sur un plateau, c'est petit, c'est sombre, on monte dans un théâtre par des escaliers. Enfin, le nombre d'a priori, il faut surtout pas qu'on ait de lumière du jour. Il faut tous ces a priori-là, toutes ces limites que les architectes se mettent dans la tête ou qu'on leur a mis dans la tête au cours d'une formation et non pas d'un enseignement de l'architecture. Tous ces systèmes-là il est de notre devoir, de notre rôle, de les supprimer quand ça va à l'envers et à l'encontre du projet global. Voilà, donc, je ne sais pas, les petits camarades vont certainement aussi parler d'une autre manière sur ce parcours, mais ça me semble indispensable d'avoir à un moment ou à un autre cette expérience du plateau, cette expérience du dialogue. C'est pas Félix qui me dira le contraire. Cette expérience du dialogue permanent entre les acteurs, les techniciens, les metteurs en scène et les directions de scène et les directions de lieu, c'est quelque chose que l'on apprend sur le plateau. C'est aussi le respect qu'on apprend sur le plateau, même si les gens nous insupportent. Et c'est ce dialogue-là qu'il va falloir qu'on mette en œuvre en permanence dans notre travail avec les architectes et les maîtrises d'ouvrage. Justement, puisque on parlait de parcours, ce qui serait intéressant maintenant de voir, c'est comment une jeune... D'abord, comment ça se fait qu'on choisit de devenir scénographe d'équipement ou scénographe. Pour l'instant, on garde équipement. Hein. Et quel est le parcours, en fait il y en a plusieurs, mais je pense que, Juliette, tu pourras parler, toi, de ton parcours et comment on peut aussi, si on ne fait pas partie d'une agence au départ, comment on peut faire aussi sa place dans ce métier et dans cette famille, j'allais dire, parce que malgré tout, c'est une famille, une grande famille, mais c'est une famille. Bonjour. Merci pour l'invitation.
Je suis là un peu comme la jeune scénographe d'équipement. Alors, je prétends pas du tout connaître comme les autres jeunes scénographes travaillent, ni ce qu'ils ont fait. Enfin, voilà. Mais je vais parler de mon expérience et de mon cas. J'ai fait des études d'ingénieur un peu par défaut, on va dire, sans savoir trop quoi faire. J'étais attirée par l'architecture, mais je sentais qu'il allait manquer quelque chose de technique dedans, peut-être, je ne sais pas. Et puis, dans cette école d'ingénieur, l'INSA, que beaucoup de scénographes en fait, d'équipement ont fait, notamment chez Dux, il me semble, ouais. Il y a une section théâtre-études. Et dans cette section théâtre-études, il y a des formations à la technique de scène. Et dans cette formation intervenaient, à l'époque où j'y étais, des scénographes de chez Duxeno. Donc c'est comme ça que j'ai découvert l'existence de ce métier. Ça m'a assez vite intéressée, d'autant plus que l'industrie me passionnait pas plus que ça non plus. Et donc j'ai fait ce parcours qu'ont fait pas mal de mes camarades, qui est de faire suivre mon diplôme d'ingénieur d'une formation à l'ENSA de direction technique. Après ça, j'ai fait des stages de direction technique, régie générale. Voilà, je suis passée un peu par diverses expériences plus ou moins longues. Et puis, j'ai été rapidement recrutée dans une entreprise de machinerie scénique, chez Tambay. Et par opportunité, on va dire, je me suis retrouvée dans un bureau de scénographie d'équipement. C'était pas exactement ce qui me correspondait. Et donc j'ai choisi de partir et de vivre un peu ma vie. Et comme j'avais des opportunités de chantier à apprendre, etc., je me suis dit, bon, je vais faire ces chantiers, je verrai ce qui se passe après. Et puis, c'était il y a eu 9 ans. Et je fais toujours ça. Mais je ne fais pas que ça, et je pense que c'est indispensable que je ne fasse pas que de la scénographie d'équipement. Je dis souvent que je suis ingénieure scénique. En fait, je fais des conceptions de décors. Je travaille donc avec des ateliers, je travaille avec des directeurs techniques, je travaille avec vraiment différentes tailles de structures, avec des opéras, mais aussi avec des compagnies. Et ça me permet d'être toujours en lien avec le plateau. Ça me forme aussi, ça me donne une formation continue des usages qu'on a de la scène. Effectivement, comme disait Michel, ça me permet d'avoir un dialogue facile avec les utilisateurs des lieux. Donc voilà, il y a cet aspect-là. Après, moi, je ne suis pas du tout issue de l'architecture, du coup. Donc, par contre, dans mon cas, c'est le dialogue avec les architectes qui est plus compliqué. Il faut dire aussi que comme je travaille seule, la forme du concours de maîtrise d'œuvre est assez peu adaptée parce que je ne peux pas gérer seule plusieurs chantiers en même temps. Enfin, je me limite à 2 chantiers. Donc je ne peux pas faire des candidatures non plus en continu. Je n'ai pas d'équipe pour faire les candidatures, etc. Donc c'est vrai que d'avoir ce double métier, on va dire à la fois d'ingénierie, qui me donne aussi des choses dans des temps, des périodicités qui ne sont pas du tout les mêmes que la scénographie d'équipement. Je fais des projets qui durent 3 mois, 6 mois, donc ça me maintient, on va dire, une activité. Et puis après, il y a les projets de scénographie d'équipement pour lesquels, on le sait tous, il y a des moments où c'est à 100% et puis des moments où il ne se passe rien pendant plusieurs mois. Et voilà. Pour mon parcours. Et après, est-ce que... Comment tu trouves ta place aujourd'hui ? Après, ma place, effectivement, j'ai pas de filiation avec d'autres bureaux. Par contre, sur les projets sur la maîtrise d'œuvre, je travaille aussi jamais toute seule. Ça arrive, mais c'est vraiment très rare. Moi, je fais que de la machinerie et de la serrurerie. Et donc, je suis toujours ponctuellement associée à d'autres scénographes. Et c'est aussi comme ça que je fais partie de ce réseau, de cette famille de scénographes.
mais avec vraiment, je pense, beaucoup de particularités par rapport à d'autres jeunes scénographes. Est-ce que depuis que tu as commencé, parce que tu travailles seul, en fait, pas une agence, est-ce que tu vois une évolution du métier? C'est-à-dire, est-ce que tu es obligé de travailler par satellite? Est-ce que tu dois constituer une agence toi-même? Est-ce qu'il y a des exigences plus architecturales et plus techniques à laquelle tu es confronté aujourd'hui, on va dire dans les 7 ans que tu as commencé vraiment à travailler? Alors, moi j'ai l'impression que le métier, en tout cas la manière dont moi je l'exerce, c'est très technique. Et c'est aussi pour ça que je ne vais pas aller toucher l'audiovisuel, la sonorisation et tout ça, parce que j'ai l'impression que dans chaque domaine, voilà, il faut des compétences très particulières. Mais c'est pour ça que je travaille aussi pas seule. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. Partie technique dans ce travail où il y a un dialogue qui doit forcément se faire avec l'architecte, mais qui est une proposition au niveau de l'espace, c'est-à-dire l'espace, les fonctions et tous ces éléments dont Michel a dit que les architectes étaient sûrs de le connaître, mais que pas forcément. Oui, bah, bien sûr. Effectivement, ça passe... Jusqu'où ça va ton intervention? Est-ce que la relation scène-salle, tu y travailles dessus? Bien sûr, ben, je pense que c'est l'expérience que j'ai du plateau et que je continue d'avoir du plateau qui me permet d'aborder ces sujets dans leur fonctionnalité. Et puis, voilà. D'accord. Bon, on va pouvoir voir avec justement Olivia, puisque Olivia est architecte et a été des deux côtés, en fait, on va dire, du rideau. En tant qu'architecte scénographe et maintenant en tant qu'entreprise. Entreprise, oui. Voilà. Et ce qui serait intéressant, c'est de connaître en fait ton expérience quand tu étais architecte scénographe. Et maintenant, l'évolution, parce que du côté de l'entreprise, on voit aussi, il y a une évolution des relations entre les scénographes d'équipement et les entreprises. Ce n'est plus la même chose parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive aussi, une nouvelle génération qui n'était pas forcément, qui vient pas forcément du plateau, il faut aussi le dire. Donc forcément, les relations sont différentes. Donc ce serait intéressant aussi que... Voilà, alors effectivement, moi j'ai un parcours un petit peu inverse aux autres, puisque j'ai d'abord commencé en architecture et puis je suis passée côté entreprise. Donc effectivement, j'ai une formation à UP1 d'architecte scénographe à l'époque où il y avait encore la partie, les cours d'architecture théâtrale. Alors c'était pas Fabré-Perrottet, mais c'était Catani et Wolf. Donc j'ai eu cette formation d'architecte, puis j'ai travaillé un petit peu en scénographe plateau, donc au sein d'une compagnie. Et puis après mon diplôme, j'ai intégré directement une agence d'architecture et de scénographie au sein d'Acora, où je suis restée 15 ans, effectivement. Et donc au bout de ces 15 ans, alors c'est vrai qu'on arrivait au bout d'une histoire, enfin d'un parcours, et puis j'avais envie alors pas de changer d'orientation, mais peut-être de faire un petit peu un tour un petit peu complet de la scénographie et de passer de la partie conception à la partie exécution, de voir les difficultés de construction, de montage, de réalisation qui ne sont pas forcément présentes, enfin qu'on ne voit pas forcément quand on est dans la conception, enfin on peut le voir, mais voilà. Et donc être vraiment dans la réalité de l'exécution. Et ça, c'était vraiment un domaine qui m'intéressait, alors comme Juliette, parce que moi la machinerie et la serrurerie me passionnent, donc c'était vraiment quelque chose que je voulais explorer. Et du coup, donc, j'ai intégré l'entreprise AMG il y a 7 ans maintenant, en tant que responsable d'affaires, pour travailler justement de ce côté-là. Voilà. Ce qu'on a pu voir, c'est-à-dire quand tu étais en tant que scénographe d'équipement et que tu travaillais avec l'entreprise, alors peut-être AMG entre autres, en B ou autre, et maintenant que tu es de l'autre côté et que tu travailles avec les scénographes,
est-ce que tu as vu une évolution depuis ces, on va dire, 10 dernières années? Alors, je partage assez l'avis de Michel sur le sujet, effectivement. Je pense que le scénographe d'équipement, et ce qui nourrit ce métier, c'est d'avoir des horizons divers, que ce soit architecte, ingénieur, technicien de plateau. Et je pense que c'est vraiment l'ensemble de toutes ces compétences qui nourrit vraiment ce métier et qui fait qu'on donne une réponse cohérente au projet scénographique. Oui. Après, c'est encore une fois, puisqu'on en avait parlé, le travail entre la collaboration entre les scénographes et les entreprises. Ça aussi, il y a une histoire, on sait très bien, parce que les chefs d'entreprise étaient des gens avec qui étaient peut-être aussi directeurs techniques ou avec qui ils avaient déchargé aussi les plateaux avec des scénographes d'équipement. Ce n'est plus le cas. Non, tout à fait. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être deux choses qui ont vraiment changé ces dernières années. C'est vrai que moi, lorsque j'ai commencé il y a une bonne vingtaine d'années, donc les relations étaient peut-être différentes. Alors j'étais aussi de l'autre côté de la barrière, donc le rôle n'était pas du tout le même, effectivement. Mais il y avait une espèce de connivence, les gens se connaissaient, il y avait un relationnel un petit peu différent. Ce relationnel aujourd'hui est bien évidemment modifié puisque les gens se connaissent moins, il y a toute une jeune génération qui vient, et puis il y a des facteurs importants qui entrent en compte, je pense, qui sont forcément des approches économiques qui sont importantes, des approches normatives qui sont aussi extrêmement importantes. Et du coup, ça change un petit peu le paysage et le relationnel entre entreprises et maîtrise d'œuvre. Voilà. Alors après, je pense qu'aussi, il y a un point important. Quand on parlait, les scénographes d'équipement font partie entière de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important parce que je pense que le scéno restera toujours l'articulation principale entre le monde du spectacle et l'architecte. Et ça permet justement, en collaboration, d'avoir cette vision globale du projet, qu'elle soit effectivement la partie volumétrie de la salle, mais aussi technique et fonctionnelle. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important. Et puis, que le scénographe puisse continuer à œuvrer. Alors, excusez-moi, je me suis un petit peu perdue. Donc, que le scénographe continue à avoir ces échanges réguliers avec le monde du plateau, avec la maîtrise d'usage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que je voulais souligner, c'est que peut-être il y a 20 ans, on voyait plus, le scéno faisait partie de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Aujourd'hui, il est en amont aussi, parce qu'il y a beaucoup d'assistance maîtrise d'ouvrage, beaucoup de scénographes conseils, etc. Donc, vraiment, c'est un sujet qui est prépondérant pour les villes qui construisent des lieux de spectacle ou qui les rénovent. Et du coup, effectivement, ils font participer le scéno d'équipement en amont pour ne pas arriver directement sur le projet sans l'avoir prévu. Et ça, je pense que c'est effectivement aussi très important. Bon, tu as exactement fait la transition parce que c'est la question que je voulais poser à Michel Fayet, justement, par rapport à l'évolution du métier et le fait qu'il a effectivement maintenant un rôle très important auprès de la maîtrise d'ouvrage. Le scénographe d'équipement, ce qui est aussi, bien sûr, c'est pas nouveau, mais en même temps, il y a 20 ans, ça n'était pas aussi prépondérant. Et notamment, d'abord, sur cet aspect du travail, mais aussi, Michel, si tu peux nous parler des nouveaux projets, en fait, qui arrivent et qui font appel à pas uniquement le scénographe d'équipement en tant que maîtrise d'œuvre, mais en tant qu'aussi de AMO. Ok, bonjour. Alors, on ne s'est pas consulté avant, ni les uns ni les autres, pour savoir de quoi on allait parler et comment on allait l'expliquer. Mais je suis très content de constater une chose, c'est qu'aucun de nous n'est d'accord sur le terme de scénographe d'équipement, qui est un non-sens total et qui devrait être rayé du dictionnaire, ou tout du moins de l'appellation qui en a été faite. C'est un non-sens. La scénographie, c'est un ensemble, c'est une réflexion, c'est un travail de conception par rapport à un bâtiment, et non pas simplement à la définition d'un projecteur ou d'une porteuse motorisée. Or, le terme scénographe d'équipement, c'est plutôt ça ce que ça voudrait sous-entendre, donc c'est inacceptable. Je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, ce terme a été évoqué, que maintenant il est rentré dans les termes, mais c'est absolument inacceptable. Tu le sais, mais tu le diras pas. Oui, mais on a dit qu'on serait pas méchant aujourd'hui. Alors,
Par rapport au parcours, parce que pour expliquer tout ça, et pourquoi je le dis aussi sereinement, c'est que moi, contrairement à mes 3 camarades, je n'ai aucune formation. J'ai commencé comme comédien, puis régisseur, puis directeur technique, puis scénographe. Et la logique de ça, c'est simplement une réflexion que j'ai eue au fur et à mesure de ces années de travail sur l'objet dans lequel je travaillais, le lieu dans lequel je travaillais, qu'est-ce qui faisait qu'il était comme ça, pourquoi je critiquais sans arrêt mes prédécesseurs qui avaient fait une salle avec un cas de déchargement qui n'était pas à niveau et tout ça. Et je me suis dit à un moment donné, c'est parce qu'il faut que je me mette aussi la main à la pâte et que j'apporte l'eau au moulin pour que les choses changent, peut-être, si j'y arrive. Mais en tout cas, c'est la logique que moi j'ai appliquée et qui a fait que dès l'instant où j'ai cédé mon entreprise Changement à Vue à mes collaborateurs, dont Ludovic Allard qui est là, j'ai continué à rester dans la mouvance de la scénographie en tant qu'AMO et conseil. Parce que j'estime que une fois qu'on a passé le statut de maître d'œuvre, il est aussi de notre devoir de faire comprendre aux commanditaires, État, ministère, collectivités locales et mairies, du besoin, de la nécessité et du mode de fonctionnement d'un théâtre. Le mode de fonctionnement d'un théâtre, et aujourd'hui ça répond à ta question, Mathab, c'est que aujourd'hui on est dans une logique plutôt de rénovation et de restructuration plutôt que de création de lieux de spectacle. Il est évident qu'en France, on est quand même le pays en Europe qui a le plus de salles de spectacle. C'est un fait acquis. Qu'aujourd'hui, pour différentes raisons, on est obligé de modifier le contenu, l'organisation, le fonctionnement de ces salles, eu égard au règlement, nouvel règlement qui nous incombe sur le code du travail, sur la sécurité du public, du personnel et sur les technologies. Mais aujourd'hui, je m'aperçois que sur les quelques programmes auxquels j'ai répondu quand j'avais encore Changement à Vue, je m'apercevais que la scénographie, aux yeux des architectes, et le travail qui nous était demandé, c'était simplement de dire « Ah il faut changer la case de scène, on n'est plus dans des équipes motorisées, contrebalancées, pardon, il faut mettre des équipes motorisées. » La question n'est pas là. La question est de savoir est-ce que le bâtiment, actuellement, quel qu'il soit, correspond à l'usage dont on en a besoin aujourd'hui. Il y a des évolutions évidentes. Il y a des évolutions, on le voit très vite. Aujourd'hui, je travaille sur plusieurs rénovations d'opéras du XVIIe, XVIIIe. C'est vrai qu'on ne va pas comparer les besoins d'un opéra du XVIIe, XVIIIe qui travaille uniquement avec des décors en toile aux besoins aujourd'hui d'un opéra qui travaille en volume avec des nécessités de stockage, des machineries abouties et ainsi de suite. Or ça, ces notions-là, les architectes ne la connaissent pas. Ils n'ont pas cette culture, comme le disait très justement Michel. Aujourd'hui, les architectes qui répondent au programme disent « Bon, nous, on va refaire le bâtiment et toi, tu te débrouilleras pour refaire ce qu'il faut pour changer la machinerie, les réseaux et tout ça. » C'est pas du tout ça. Ce qu'il faut, c'est évoquer, bien inscrire dans le temps pourquoi les bâtiments ont changé, pourquoi l'usage a changé, pourquoi il faut modifier ces bâtiments. Et ça, c'est le vrai travail du scénographe. C'est avant tout son travail. C'est la définition des équipements qui viendront après ça n'est que secondaire. Elle est d'une simplicité sans nom. Elle relève des architectes, des ingénieurs, elle relève des spécialistes, elle relève de points techniques très particuliers, mais n'empêche que la base même du travail qui est le nôtre en tant que scénographe et notre devoir, c'est de réanalyser les bâtiments aujourd'hui tels qu'ils ont pu être conçus, même ceux des années 70. Qu'est-ce qu'il faut apporter par rapport aux besoins, par rapport à l'usage, et donc travailler dans ce sens-là. Et il faut que les architectes, je sais que c'est très douloureux pour eux, acceptent que même s'ils sont mandataires d'une équipe, acceptent que le scénographe soit le prioritaire dans la fonction, dans le besoin et dans la définition du besoin. C'est absolument indispensable. S'il ne le fait pas, il n'aura rien compris. Il m'est arrivé de répondre à des programmes, ce que j'évoquais tout à l'heure, du temps de Changement à Vue, et Ludo pourrait l'évoquer, où en fait on répondait à un programme, l'architecte dessinait un bâtiment, il disait maintenant tu te démerdes, tu rentres la salle à l'intérieur. Ahurissant, quoi. Si on ne comprend pas que le besoin, c'est simplement l'usage et le besoin initial et originel qui est celui du théâtre, du spectacle vivant, et qu'après on fait le bâtiment autour, on n'a rien compris au film. Rien compris. Donc ça, c'est indispensable. Et je rebondis aussi sur une question qui avait été posée tout à l'heure par rapport aux collaborateurs. Moi, j'ai cédé mon entreprise à des collaborateurs que j'avais choisis parce que justement, ils étaient issus en partie, bien qu'étant architectes tous,
du monde du spectacle. C'est une nécessité. Tant qu'on n'a pas pratiqué, comme le disait très justement Michel, tant qu'on n'a pas pratiqué la scène, ne fût-ce qu'un court instant, qu'on ne sait pas comment on décharge un camion, qu'on ne sait pas comment on charge une porteuse, qu'on ne sait pas comment on manipule une console de son, comment voulez-vous décrire ça? Ça n'a aucun sens. C'est un besoin. C'est comme de demander à quelqu'un de construire un hôpital sans demander à un chirurgien de nous demander de nous expliquer comment fonctionne une salle d'opération. Ça n'a absolument aucun sens. Donc il faut absolument que l'usage, le besoin passe avant en priorité. Et j'associerai d'ailleurs à ce besoin une nécessité, c'est celui d'associer l'acousticien aussi à nos démarches. Parce que c'est vrai que les besoins et les modes de fonctionnement qu'on évoque dans l'organisation et la gestion d'un lieu sont très liés à l'acoustique. Et il faut que ces deux paramètres-là travaillent en concordance, qui donnent les impératifs à l'architecte, et après les autres bureaux d'études, dans le cas des projets, découlent de ça et non pas l'inverse. Michel, justement, oui. Bah non, mais justement. Je voudrais réagir un tout petit peu et tempérer un peu ce que tu viens de dire, Michel. Ne tempère pas, ne tempère pas. On n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire. On est là pour faire des propositions aux architectes. On n'est pas là pour leur dire c'est comme ça que ça se passe et uniquement comme ça. Parce qu'on sait très bien qu'on peut faire n'importe où du théâtre, presque dans pas n'importe quelle condition, mais il y a plusieurs manières de faire du théâtre. Et c'est vrai que l'expérience qu'on a chez Dux Céno d'avoir travaillé à l'étranger nous amène à avoir travaillé sur des formes, des typologies de théâtre qui sont très très différentes qu'on ne connaît pas du tout en France. Je pense au Guthrie qu'on a fait à Minneapolis avec Jean Nouvel, par exemple, qui pour moi m'a été un truc qui m'a obligé un petit peu à réfléchir un peu plus à la relation entre le comédien et le public. Et à la suppression du cadre de scène, en fait. C'est vrai que l'autre intervenant majeur, c'est l'acousticien, et c'est pareil, c'est comme avec l'architecte, c'est un trio qu'il faut mettre en place très très vite, et avec lesquels il faut expliquer plutôt que dicter à l'architecte un certain nombre de nécessités dans le fonctionnement d'un lieu. Donc c'est complexe quand on est avec un acousticien, aussi parce qu'il n'a pas obligatoirement les mêmes objectifs que nous. Et on a beau dire, on entend bien quand on voit bien, avec l'acousticien, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Et donc, et puis en plus, on vient monopoliser des espaces qui sont des cadres de scène. Par exemple, dans un théâtre frontal, le cadre de scène est un enjeu important et pour l'acousticien et pour nous en termes d'éclairage, en termes de visibilité sur le plateau, etc., d'arrivée des comédiens, etc. Donc là, il y a des et puis on a aussi des architectes qui sont très spécialisés dans les lieux de spectacle et qui finissent, après 2 ou 3 lieux qu'ils ont réalisés, à être d'excellents scénographes. Là, je parle en particulier d'une expérience vraiment qu'on a de tous les côtés. C'est un architecte qui avait comme premier conseiller, quand moi j'étais pas né encore, Jacques Lemarquet, qui était l'ancien... il avait commencé par électricien chez Villard, et il était devenu décorateur, et directeur technique et décorateur chez Villard. Donc c'était quelqu'un, quand il était ensuite directeur de l'école voilà. Et donc c'est quelqu'un, quand il parlait, il avait un certain poids par rapport au grand architecte qui est toujours Jean Nouvel. Et donc j'ai bien observé le poids que pouvait avoir l'expérience dans ce débat, dans cette discussion avec les architectes et avec les acousticiens. On est capable de donner des exemples de ce qui ne fonctionne pas, et on est capable de donner des exemples de ce qui fonctionne mieux. Je ne dis pas que ce qui fonctionne bien, parce qu'on n'est jamais content, mais ce qui fonctionne mieux. Et c'est primordial dans le débat qu'on doit avoir entre les trois acteurs principaux à ce moment-là. Parce qu'il y en a un autre qui intervient très vite, c'est l'utilisateur. Mais ça va être un peu plus tard. Il a délégué son rôle à quelqu'un qui a écrit le programme technique et architectural, à partir duquel on doit travailler.
L'architecte en intègre, lui, sa vision et avec son imaginaire, il va proposer un bâtiment, il va proposer, ou un non-bâtiment, des fois ils sont enterrés complètement. Et nous, on est là qu'avec notre imagination pour proposer des modes de fonctionnement. C'est-à-dire, par exemple, reprenons un autre exemple un peu prestigieux que tout le monde connaît, comme la Philharmonie de Paris. La Philharmonie de Paris, il était question de pouvoir recevoir toutes les musiques à l'intérieur. C'était ça le programme, tout petit peu plus détaillé que ça. Et quand on a proposé avec Nouvelle de totalement modifier le volume et de déplacer la scène entre la scène d'orchestre symphonique et la scène d'orchestre de rock ou de jazz ou de musique actuelle, ne pas que ce ne soit pas le même endroit, la même scène, qu'il n'y ait pas autant de spectateurs qui soient derrière, etc., etc. Donc de modifier aussi la totalité de l'acoustique, de modifier tout le système de climatisation et de ventilation du bâtiment, tout le système d'accès des comédiens, enfin surtout des musiciens, mais aussi des comédiens et des danseurs. C'était quelque chose d'un peu rigolo à faire. Et ça a donné cette salle qui semble être un peu reconnue comme étant une des plus intéressantes. Je ne dis pas la meilleure, parce que tout le monde va avoir la meilleure salle du monde, mais elle est assez unique dans le monde, et elle fonctionne assez fortement. Donc c'est vraiment dans le parcours du jeune ingénieur, du jeune architecte ou du jeune technicien de théâtre, parce que ça, c'est aussi un parcours tout à fait... On en a, nous, on en avait chez Dux, des gens qui n'ont fait que du plateau. Et puis qui, petit à petit, ils ont acquis les techniques, ils ont fait de la formation, etc. Ils sont devenus des équivalents ingénieurs en tous les cas, surtout dans le domaine du son et de la lumière. Et tous ces parcours-là sont possibles. Et puis, n'aie pas peur, tu es encore trop jeune. Je veux dire, c'est des métiers, c'est comme les métiers d'architecte. On est bon architecte, on est brillant architecte à 40 ans, 35-40 ans. On est bon architecte à 60 ans. C'est-à-dire après avoir construit, s'être confronté à des tas de projets différents, à des tas de maîtres d'ouvrage différents, etc., etc. La Céno, c'est un peu pareil. Et c'est pour ça que c'est bien d'être un groupe. Voilà, le groupe, pour moi, c'est une obligation. Mais j'ai des collègues qui se débrouillent aussi très bien sans tout seul. Mais moi, j'ai jamais eu envie de ça. Quand je suis sorti du TNP à Villeurbanne, au bout de 5 ans, où Planchon et Chéron m'avaient un peu fatigué, on a créé avec Michel Vis, que certains connaissent ici, une société coopérative déjà qui s'appelle Sénétech. Et ensuite, on a continué. Je veux dire, le groupe, pour moi, c'est la base même du travail. S'il y a un métier qui nécessite a great team, c'est bien ces métiers-là. On a besoin des compétences de tout le monde. On a besoin des expériences de tout le monde. Et ça s'accumule et ça ne se transmet pas obligatoirement aussi facilement. Ce qui peut se transmettre, c'est l'énergie, c'est l'organisation, c'est des histoires. Non, parce que c'était la question que je voulais poser, c'était justement la relation que tu pouvais établir avec les architectes, toi, de ton côté. Il y a quelque chose aussi, quand on regarde les agences et surtout, il y a des binômes qui se créent entre des scénographes et des architectes. Hein. Et c'est un petit peu des binômes qu'on voyait déjà avec des metteurs en scène et des scénographes. Et là, en fait, les opérations qu'on trouve les plus réussies, souvent, on en a vu pas mal, c'est souvent quand il y a ce binôme qui s'est créé entre un architecte et un scénographe. Quand on finit par avoir une relation presque amicale, je veux dire, avec les architectes ou les couples d'architectes, on fait un bien meilleur travail. C'est évident. C'est évident. Alors, ce couple, c'est un trio. Il ne faut pas oublier ce que vient de dire Michel. C'est-à-dire que le trio acousticien, scénographe, architecte, c'est rare que ça fonctionne très bien du premier coup. C'est 2-3 expériences qui font qu'il y a des qualités qui sont plus visibles, qu'on va les rechercher, etc. Voilà. Ça, c'est un peu compliqué. Dans la réalité, c'est plus facile. C'est tous les jours que ça se passe.
En tous les cas, ce que je voudrais simplement dire ici, qu'il est toujours plus facile de rénover un théâtre. Ça, c'est une pique pour Michel. Il est plus facile de rénover un théâtre que de le détruire pour le reconstruire ailleurs. Comme ça risque de se passer au théâtre de Nice. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Mais bon. S'il y en a qui sont intéressés par la non-destruction du théâtre de Nice, qui viennent me voir, on fera un club. Bon, je temporise un peu par rapport à ce que disait Michel et Mathab. Il est vrai que, par exemple, dans les documents de programme que je rédige aujourd'hui et sur les candidatures, je reviens sur ce que disait Michel, malgré Nice, sur le fait que je demande à ce qu'il y ait une preuve d'un travail déjà antécédent entre un architecte, un scénographe et un acousticien, pour bien montrer que ce sont un trio qui a déjà fonctionné et qui fait preuve aussi d'une certaine organisation d'équipe. Voilà. Alors, il y a aussi un problème. Aujourd'hui, je le vois passer dans des appels d'offres sur des programmes de travaux. Et là, ce sont les programmistes et les maîtrises d'ouvrage qui sont responsables de ça. C'est que par rapport à la reconstruction ou la transformation, l'évolution de certains lieux, on met simplement remise aux normes, modification des équipements techniques. Point barre. Débrouillez-vous avec ça. Sur l'usage, on n'en parle absolument pas. Sur le mode de fonctionnement, on n'en parle pas. Sur la pratique, on n'en parle pas. Donc c'est vrai que quand un architecte, et je les respecte tout à fait, tombe là-dessus, pour lui, il se dit, bah oui, la scénographie, on s'en fout, ça passera après. Donc moi, je vais refaire un beau bâtiment, et puis on verra comment on intègre la scénographie d'équipement après. Raison pour laquelle le terme est à bafouer absolument. Qui est à changer. On peut lancer une pétition pour savoir comment on appelle scénographe d'équipement. Ou scénographe tout seul, quoi, en fait. On va faire un concours. Je pense que c'est le moment de passer le... Oui, c'est le moment de poser vos questions si vous le souhaitez. Bonjour, Raphaël Munoz, Réglartech. Vous avez parlé beaucoup que... Bon, moi aussi, scénographe d'équipement, ça ne me plaît pas du tout. Je préfère scénotechnique en pensant à Pierre Gauthier, qui avait fait un super bouquin. Est-ce que vous avez parlé beaucoup d'AMO, mais est-ce que le scénotechnique ne devrait pas être en AMU, assistance de maîtrise d'usage? Alors, aujourd'hui, dans les programmes que je rédige, moi je les fais en tant qu'AMO ou conseil auprès de la commande publique. Et très vite, je m'appuie sur la maîtrise d'usage. C'est ce que disait Michel, c'est ce que disaient mes deux collègues tout à l'heure. C'est qu'à un moment donné, il faut être réaliste, il faut être conscient de ses compétences, il faut être conscient des évolutions technologiques. On ne peut pas être au courant de tout ce qui se passe. Donc, dès l'instant que moi, dans un programme, j'ai défini les objectifs tels que je le considère en tant que scénographe sur la transformation et l'usage du bâtiment. Quand je rentre sur des points très techniques, je vais voir les exploitants, que ce soit ceux de la scène, de l'audio, de la vidéo et de la lumière. Je regarde avec eux comment ils fonctionnent, je regarde avec eux quelles sont leurs habitudes et je leur demande de travailler avec moi sur la définition de leurs besoins. Voilà. Donc c'est là où je rejoins un peu ce que vous évoquez, mais d'associer en AMO une maîtrise d'usage est très compliqué. Ce sont deux mondes complètement différents. Le MU a une fonction bien précise qui n'est pas habitué au travail avec une maîtrise d'ouvrage, avec la commande publique, avec les marchés publics. Et on s'est aperçu dans le passé que quand un maître d'usage intervenait sur un chantier, j'en suis désolé, mais c'était plutôt un frein plutôt qu'un avantage. C'est-à-dire que, en fait, il bloquait parce qu'il voyait sa vision à lui par rapport à son besoin qui était le sien précisément. Or, son besoin précisément ne peut s'intégrer que dans un système complet, qui est assez complexe auparavant d'ailleurs, et on ne peut pas simplement raisonner que sur un point précis d'un maître d'usage. Donc en fait, il faut que le maître d'usage soit en référence avec l'AMO ou le scénographe et qu'à partir de là, il évoque ses besoins et que ça soit le scénographe quand il est maître d'œuvre ou l'AMO en amont pour exprimer ses besoins et les mettre sur la table. Alors moi, je voudrais faire un petit complément. Je pense qu'effectivement, c'est extrêmement important qu'il y ait un échange avec le maître d'usage dès le début, et c'est ce que dit Michel lorsqu'il rédige ses programmes. Mais je pense, à contrario, effectivement, que sur le chantier, c'est un plus aussi
d'avoir, alors peut-être pas tout au début, mais d'avoir le maître d'usage et l'utilisateur pour pouvoir échanger tout au long du projet et pas adapter le projet, pas faire évoluer le projet, mais le construire à ses côtés de façon à ce que ça corresponde exactement à ses besoins. Et nous, on a eu le cas très récemment sur un projet qu'on vient de livrer à Bourges et il me semble extrêmement important de pouvoir échanger justement avec les utilisateurs. Mais c'est pour ça que pardon, excuse-moi Juliette, c'est pour ça que quand on bâtit un programme, la communication est hyper importante avec le maître d'usage, parce que si éventuellement, là je le vois sur certains projets, il n'est pas tout à fait d'accord ou quoi que ce soit, il faut l'expliquer, il faut éventuellement le modifier, il faut l'amender ou quoi que ce soit. Après, le travail continuera avec le maître d'œuvre quand il sera lui en place. Mais c'est vrai que cette communication est importante. Mais je ne suis pas complètement convaincu qu'il faille donner raison et obligation, écriture et incrustion du maître d'usage dans les pièces écrites, parce qu'on ne va pas s'en sortir. C'est déjà tellement compliqué aujourd'hui que je ne suis pas convaincu de ça. Effectivement, enfin, moi je parlais aussi de mon rapport entreprise maîtrise d'usage, quand on est réellement en chantier et que l'on avance tous ensemble dans la même direction. Moi, je veux ajouter aussi qu'en amont même du programme, moi j'interviens beaucoup à la demande de certains directeurs techniques sur la réflexion de leur usage et de la rénovation qu'ils veulent faire de leur salle. Et c'est pas que sur des points techniques qu'on a besoin de travailler avec les utilisateurs, c'est aussi sur la manière dont ils utilisent leur théâtre et ce qu'ils veulent le faire devenir, et même des échanges avec les directions artistiques de ce qui se passe dans ce lieu et comment il va évoluer. Et je pense que cette étape-là de faisabilité ou de réflexion à l'usage, en tout cas, elle est aussi très importante avant même le programme. Et c'est aussi un des rôles du scénographe. Oui, si on regarde un petit peu l'évolution des lieux, là on est dans une période un peu passionnante où on introduit le coût énergétique des bâtiments dans la réflexion sur la construction d'un bâtiment. Alors, je préfère qu'on parle et qu'on discute de ce sujet là que de la réutilisation des planches de décor pour faire un nouveau décor, etc. C'est intéressant de faire la réflexion sur les décors, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de faire la réflexion sur le bâtiment. Et un bâtiment, à ce moment-là, effectivement, on a tout à fait intérêt à discuter très vite, si on n'a pas déjà certaines convictions. On a intérêt à discuter non pas avec les techniciens, mais avec le directeur du lieu ou la directrice du lieu, avec les responsables de l'accueil du public, avec les gens qui sont en contact avec les artistes dans les coulisses, etc., les habilleuses, etc. On a intérêt, pourquoi Aldo, tu me diras si je me trompe, mais il y a combien de temps qu'on a fait faire ces relevés de puissance électrique, d'utilisation des puissances électriques dans différents lieux de spectacle? Ça nous a révélé, il y a 7 ou 8 ans à peu près comme ça, on a pu voir qu'il y avait un moment dans lequel on dépensait énormément d'énergie, c'est quand il ne se passait rien dans le théâtre. Ça paraît bizarre, mais ce qui se passe, les moments où on dépense beaucoup d'énergie, on a l'impression que sont pendant les moments de spectacle, en fait, c'est des moments relativement brefs. Le reste du temps, c'est-à-dire les 23 heures ou les 22 heures qui restent, on bouffe beaucoup d'énergie. Cette énergie, elle est pour le chauffage, pour la ventilation, pour l'éclairage. Et donc, il y a des tas de questions qui se posent à ce moment-là dans le fonctionnement même et dans la création même du bâtiment. Question architecturale, le problème de la lumière du jour à tous les étages. Avant, c'était le gaz à tous les étages. C'est la lumière du jour partout. C'est la ventilation naturelle, c'est la récupération de chaleur, etc. Tout ça, ça se gère au moment de la construction d'un bâtiment. Ça ne se gère pas après. C'est pas après qu'on le fait. Le choix du réseau électrique, d'alimentation, des éclairages scéniques,
est en plein bouleversement. On n'est pas obligé de faire des 350 circuits de 3 kilos et plus, etc., etc. Tout le monde me comprend là quand je parle de ça. Moi, je ne me comprends pas trop, mais vous comprenez certainement. Là, on a une véritable économie à trouver, économie d'installation et économie de fonctionnement. Et là, effectivement, ça fait partie des autres relations qu'un scénographe doit entretenir. Il ne doit pas simplement s'entretenir avec l'acousticien et l'architecte, il doit s'entretenir aussi avec l'ingénieur structure, parce qu'il a des surcharges importantes à faire reprendre, et on peut faire des économies importantes et en volume et en structure, en négociant, en travaillant, en expliquant mieux. Pareil avec l'ingénieur chauffage, ventilation, en lui expliquant les vrais rythmes de fonctionnement d'un plateau, les vraies fréquences d'utilisation, la rapidité avec laquelle les spectateurs rentrent dans un lieu. Il ne faut pas oublier qu'on rentre chacun avec 100 watts de production de chauffage, et on va s'asseoir, et quand on est 1000 dans une salle, ça fait 100 kW de chauffage qui arrive d'un seul coup. En combien de temps il arrive? C'est important. C'est des connaissances qui nous permettraient de mieux gérer les problèmes de refroidissement ou de préchauffage des salles de spectacle, etc. C'est des sujets, moi, qui me passionneraient. Je suis trop vieux maintenant pour m'en occuper. Mais ça me passionne vraiment. Et c'est un peu ce que je mets dans les programmes. Je travaille très peu sur les programmes. Ce n'est pas du tout mon job. Mais là, on m'a interrogé dernièrement. C'est là-dessus que j'ai été le plus clair, parce que c'est très important. On ne peut pas se moquer de l'écologie. C'est quand même vraiment ce qui doit être notre préoccupation principale. Une autre question? Merci. Bonjour, Rémi Vanderhem. Alors j'ai, comme beaucoup de professionnels ici, sans doute plusieurs casquettes. Donc là, ce sera celle qui concerne quelle formation. Donc j'ai le plaisir et l'honneur de présider la commission paritaire nationale emploi-formation du spectacle vivant. Et c'est vrai qu'on arrive un peu au terme de ce débat, et je crois que ça n'a pas été vraiment abordé sur comment on allait répondre à toutes ces problématiques qui ont été évoquées depuis tout à l'heure, c'est-à-dire les spécificités entre l'expérience de Michel Fayet par rapport à son parcours professionnel ou celui de Juliette. L'évolution depuis 30 ans, aussi bien des entreprises, des lieux culturels qui ont été conçus en étant très spécifiés par rapport à des esthétiques. Qui aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup entendu parler d'être en relation avec le directeur artistique, que veut-il pour son lieu? Mais il se trouve qu'un bâtiment a une durée de vie beaucoup plus importante que le désir artistique d'une personne ou d'un maire ou d'une collectivité, voire même d'une politique culturelle. Donc c'est vrai que je regrette l'absence de Michel Kergosian à ce débat, à travers tout cet aménagement du territoire. Donc c'est peut-être à cet endroit-là qu'il faudrait aussi s'interroger sur quelle formation et comment est-elle pilotée. C'est-à-dire que est-ce que ça participe aussi à l'aménagement du territoire? Est-ce que ça doit être quelque chose pris en charge, ou en tout cas structuré au niveau du ministère de la Culture, sachant qu'au sein du ministère, il y a des diplômes d'État qui ont été mis en place concernant les artistes, les danseurs, et que tout l'aspect relevant de la technique, que ce soit pour les régisseurs, les créateurs, les scénographes, les directeurs artistiques, jamais le ministère de la Culture ne s'est réellement emparé, il y a eu quelques tentatives, mais ne s'est suffisamment, à mon avis, emparé de cette problématique. Et je pense que, sans doute, faudra-t-il qu'on ait une parole un peu collective, forte, vis-à-vis de ce ministère, pour qu'il se dote de cette nouvelle mission, afin de, peut-être, alors est-ce que c'est au sein de l'ENSAT, est-ce que c'est autre part, en tout cas qu'il y ait la possibilité de
de relier justement ces écoles d'architecture avec les métiers techniques et qu'il y ait une vraie reconnaissance, Michel Fayet quand même en est un exemple, de l'apport, on a beaucoup parlé de maîtrise d'usage, mais de l'apport de tous ces professionnels sur le terrain qui ont une expérience, une acuité par rapport au métier qui malheureusement manque. Pour ceux qui tournent beaucoup, on voit bien quand même un nombre insensé de lieux qui ont été conçus à l'envers et qu'aujourd'hui il va bien falloir les penser autrement et puis qu'on puisse enfin s'appuyer sur les professionnels, quoi. Voilà, merci. Je vais juste, c'est pas vraiment une réponse, mais ça fait depuis très longtemps que rien que la question du statut de scénographe, c'est-à-dire qu'on considérait le mot de scénographe n'avait pas été considéré dans le ministère, ni dans les contrats que les scénographes recevaient. Donc le fait que maintenant chaque lieu, pour chaque maîtrise d'œuvre, soit absolument associé à un scénographe d'équipement, ça aussi c'était une évolution. On ne se rend pas compte, mais ça date pas c'est assez nouveau quand même tout ça. La question de la formation est formation que tu n'aimes pas, mais tu dis parcours plutôt. Est une vraie question pour la scénographie d'équipement, et on a essayé de regarder justement par où venaient en fait tous les gens, tous les gens de la profession. Ce n'est pas le ministère qui va faire quelque chose, on va dire. Hein. C'est plutôt soit les professionnels, soit les écoles. Est-ce qu'il y a une école d'architecture avec une école technique qui va se former et qui va proposer quelque chose? Le ministère on ne va pas attendre quelque chose du ministère. Moi, je pense que c'est plus les professionnels qui peuvent proposer quelque chose. Après, je pense que Michel Kergosian, elle intervient dans l'école d'architecture justement sur l'architecture théâtrale avec nous, donc elle est complètement consciente, mais c'est peut-être une des rares qui est consciente de la question de la formation. Mais je pense que n'attendons pas d'eux. C'est plutôt de ce côté-là. Et pour l'instant, c'est vrai qu'il y a eu des tentatives autour de est-ce qu'une école d'architecture doit se mettre avec une école d'ingénieur, avec une école technique, avec une école de direction technique pour pouvoir créer quelque chose, une formation bien spécifique autour de la scénographie d'équipement. Ça, c'est pas fait encore, mais c'est peut-être le moment de le faire. Mais c'est ce que disait Michel tout à l'heure par rapport aux collaborateurs qu'il a eu dans son équipe. C'est qu'en fait, une fois qu'ils avaient un diplôme d'ingénieur, quelle que soit la nature, que ce soit en mécanique, en structure, en électronique ou quoi que ce soit, il y avait une obligation de passer par le plateau. Donc la question peut-être, mais c'est peut-être une bévue de ma part ou une illusion comme ça, c'est de se dire par rapport aux formations qui existent dans ces différents domaines, est-ce que la validation d'un diplôme ne doit pas se passer comme ça se fait en architecture avec les HMO, sur 6 mois d'exploitation et de travail au sein d'une structure pour comprendre exactement ce qu'ils ont appris en termes d'éducation pour le mettre en œuvre et mieux comprendre le besoin. Je pense que c'est très compliqué à mettre en œuvre. Mais ça relève aussi de la responsabilité des directeurs d'agence et des responsables d'agence de dire à quelqu'un qui veut rentrer chez lui pour travailler, de dire « Ok, je comprends, tu as tes diplômes, tu es architecte, tu es ingénieur structure, tu es tout ce que tu veux, mais maintenant je t'envoie pendant 6 mois ou 1 an dans un théâtre pour travailler, pour comprendre. » Ça paraît logique, quoi, dans mon sens, dans mon esprit. Mais ça, on a pratiqué ça et c'est très très efficace. Je ne vais pas donner les noms ici, mais on a des allers-retours entre le bureau d'études, le plateau et les retours au bureau d'études. C'est hyper important. Et ça se passe relativement bien. Bon, il faut savoir, il faut le préparer, évidemment. Et alors, c'est possible que quand on est une équipe importante, évidemment, encore, si tu veux, c'est là où le team... l'équipe est vraiment passionnante. Alors, je voudrais simplement réagir un petit peu sur le mot formation, parce que ma table m'a glissé un petit mot, puis j'ai vu que tu avais réagi. Oui, alors, formation, évidemment, ça existe, et on en a besoin de formation. On a besoin de formation au métier de la sécurité, au métier... Il y a des tas d'endroits où on a besoin de formation. Il y a un petit livre là qui vient de sortir sur la machinerie, qui est vendu... que j'ai feuilleté tout à l'heure, c'est vraiment très très bien foutu, c'est tout à fait nécessaire. Le problème de la formation, quand on parle de scénographes, enfin, de gens qui vont être amenés à dialoguer, j'ai préféré qu'on parle d'enseignement, d'un certain nombre de... L'enseignement,
c'est plus littéraire, mais ça favorise beaucoup mieux la prise de conscience et l'esprit d'analyse qui nous est nécessaire. Alors que la formation va un peu casser l'esprit d'analyse. Elle va nous donner des bases, mais elle ne va pas être suffisante. Donc c'est histoire de faire rigolo, quoi. Je veux dire, hein, je suis pas contre toutes les formations, loin de là. Loin de là, mais c'est un autre terme, et c'est pour ça que quand on préparait cette réunion, je parlais moi de parcours. Je pense le parcours avec ses allers-retours possibles, avec ses mariages possibles, avec faut pas hésiter à changer l'entreprise. Moi, je ne viens que de l'entreprise. Enfin, j'ai fait 5 ans au TNP, mais ensuite j'ai fait au TNP à Villeurbanne. Et avant, pendant mes études d'ingénieur, j'avais travaillé dans les théâtres comme ça, y compris au Piccolo. Mais c'est ensuite l'entreprise qui m'a appris à aimer de travailler avec les autres et pour un projet précis, avec des objectifs qu'on se donne. Alors, je suis un peu libertaire, donc je fous un peu le bordel dans tout ce que j'organise bien, et on me l'a reproché assez souvent, mais c'est aussi, à mon sens, la seule solution de laisser sortir de temps en temps des vraies bonnes idées, des vraies bonnes personnalités, etc., etc. Voilà. Et la formation est un peu l'envers de ça. Mais évidemment, tout se mélange. Je ne suis pas stalinien. Merci. Oui. Est-ce que vous pouvez parler bien Oui. devant le micro? Je vais juste préciser aussi quelque chose autour de la formation. C'est qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y avait quelque chose de l'ordre des compagnons de devoir chez les scénographes. C'est-à-dire que souvent, il y en a des scénographes, des architectes sont allés et ils ont travaillé, et c'est le chef d'agence, enfin le scénographe, le scénographe qui les a formés. Voilà, qui leur a appris le métier. Et il y a quelque chose comme ça de l'ordre de la transmission qui se fait davantage au sein des agences, des agences de scénographie, plutôt qu'au sein, pour l'instant, des écoles ou tout ça. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'intervention? D'ailleurs, ce qui est visible, c'est qu'on va trouver des tas de livres qui vont faire le recensement des grandes salles de concert, des plus grandes salles de théâtre, des plus petites, du théâtre à l'époque grecque, etc., etc. Mais jamais, il y en a un qui parle de qu'est-ce que c'est qu'une salle. Jamais, personne ne s'est posé la question de ce qu'est ou de ce que n'est pas une salle. Ça veut bien dire que c'est difficile à enseigner. Bonjour, Mickaël Pruneau, scénographe d'équipement, hein, parce qu'il faut le dire, ancien directeur technique, un parcours dans un CDN pendant 25 ans, à Vire, pour ne pas le citer, bâtiment construit et conçu par Jean-Jacques Morisseau. Moi, au niveau de la transmission, j'en suis au degré 1, puisque c'est moi qui transmettrai, peut-être, dans 20 ans. Et j'ai une jeune entreprise qui n'a pas encore 1 an. Pour moi, c'est aussi comment trouver des architectes avec qui travailler, comment inciter les architectes à venir travailler avec nous. Comment je peux rencontrer des architectes, puisque quand on appelle l'Assemblée des architectes de France, ils ne savent pas qui travaille pour la culture. Donc on va chercher des bâtiments qui ont été faits, on joint les architectes qui nous disent je travaille déjà avec un scénographe, ou je travaille déjà avec des organismes. Et c'est vrai que pour moi que la formation est très utile, mais c'est la mise en relation pour nous et la méthodologie quand on démarre dans ce métier que j'aime, qui est de la direction technique aussi. Hein, c'est aussi ça. Hein, avant tout, pour moi, c'est une évolution de ma direction technique avant. Donc voilà. Merci. Moi, je veux bien répondre parce que j'ai aussi cette problématique de rencontrer des architectes et
dans les concours. Moi, les seuls concours en fait dans lesquels je vais rencontrer de nouveaux architectes, c'est les concours dans lesquels il y a des exclusivités de scénographes d'équipement. Et je sais que ça plaît pas à la plupart des bureaux de scénographie d'équipement, mais c'est vrai que en fait c'est nécessaire pour les jeunes scénographes qu'il y ait des concours avec des exclusivités pour pouvoir avoir accès à d'autres architectes, rencontrer d'autres architectes et créer des nouvelles équipes dont on parlait. Voilà. Et aussi, c'est vrai que demander dans un concours que le binôme ou le trio architecte, scénographe, acousticien ait déjà travaillé ensemble, c'est compliqué quand on débute, mais comme c'est compliqué pour les architectes qui débutent d'avoir les bonnes références, et voilà. Et je pense que les bureaux se transmettent. Pour les bureaux qui se créent, comme vous et comme moi, c'est une autre difficulté aussi. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, et bien sûr, enfin, je ne sais pas, Michel, ce que tu en penses, mais c'est évident. C'est. Comment dire? Moi, j'ai sauté sur une opportunité. Et puis, je me suis bagarré pour la multiplier très vite, mais c'est d'abord une opportunité. Tant qu'on n'a pas d'opportunité. Je vais te raconter quelque chose. Il y a 40 ans, non, il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans et demi, 3 ans, je n'étais pas encore parti de chez Dox. On nous appelle dans un théâtre à la banlieue lyonnaise, à Oulin, parce que le directeur, un mec génial, il voulait faire des travaux. Enfin, il manque de profondeur de scène, il manque de plein de choses. Et j'arrive dans la salle et je lui dis, mais tu sais, c'est nous qui l'avons construit. Et ah bon, je pensais que c'était un truc. Mais c'était une époque où il n'y avait pas d'appel d'offres. Le maire rencontrait un architecte le soir dans un pince-fesse qui lui disait, dis donc, tu pourrais pas me faire quelque chose de ma maison du peuple, là, parce que j'aimerais bien, avant les prochaines élections, qu'il y ait quelque chose. Et l'architecte, le lendemain, il cherche, il dit, ouais, mais un théâtre, comment ça se fait et tout. Puis il y avait Sénétech, qu'on venait de le construire, et puis on était assez proche de cette idéologie. Et il nous appelle, et on a fait c'est la première salle que j'ai dessinée, mais c'est une... faut voir, quoi, je veux dire, toi. Mais 40 ans après, elle existe encore. Et donc, il faut l'améliorer, etc., etc. Mais c'est ça, c'est ce genre d'opportunité. Alors, vous ne l'avez plus maintenant, ça. C'est trop codifié. Tu parles des problèmes d'exclusivité contre lesquels, effectivement, les scénographes se battent parce que on est submergé par tellement de demandes. Enfin, ceux qui sont connus. Alors, effectivement, ceux qui ne sont pas connus, ils ne sont pas appelés parce qu'ils ne sont pas connus. Et personne ne les connaît, donc personne ne va leur donner les trucs. Alors, je ne sais pas comment il faut faire, ça. Mais là, il faut vous organiser entre vous, j'allais dire, mais je ne sais pas comment faire. Nous, on a bénéficié de vraiment beaucoup de chance. Moi, j'ai eu aussi en fait une opportunité qui fait que ça m'aide à développer mon activité. C'est que j'ai été contactée sur un concours déjà débuté pour la Cité du Théâtre par un scénographe qui était dans le concours et qui a eu besoin d'autres compétences, d'agrandir son équipe. L'importance de l'équipe dont tu parlais, où il faut être nombreux parce que la scénographie d'équipement, c'est très vaste. Et maintenant, j'ai une référence qui me permet, et mon nom apparaît dans certaines choses, mais ces opportunités-là, elles sont très rares, et je pense que c'est aussi à votre génération de scénographes d'équipement moi, je suis rentrée en contact avec des scénographes d'équipement et on fait ça, mais je pense que ça, pour les jeunes scénographes, c'est que comme ça qu'on peut vraiment se lancer, démarrer, quoi. Vous travaillez 2-3 ans dans un grand cabinet, se faire des copains architectes, copines architectes, et puis recommencer. Mais une autre solution, et je regrette qu'il n'y ait personne de l'ENSAT qui soit là, mais quand l'ENSAT a été créé dans la région lyonnaise, c'était un vrai bonheur pour la région. C'est-à-dire que d'un seul coup, des tas de petites salles se sont mises à revivre, parce que pour créer ce qu'on appelle le théâtre émergent, la partie émergente, et du coup, on a plein de jeunes décorateurs ou décoratrices, ou scénographes, ou ça dépend des spectacles, qui s'appellent soit par un nom, soit par un autre,
et qui commencent à entrer en contact avec un monde professionnel, etc. Ils ont dans leur génération des connaissances avec un architecte qui va grandir, qui va vieillir, qui va avoir des expériences. Et puis c'est aussi comme ça que ça se fait. C'est-à-dire que ce n'est pas des parcours simples, linéaires, c'est des parcours que moi j'appelle d'opportunités. Et les opportunités, il faut les choisir au fur et à mesure. Il faut aller un jour avoir le culot d'aller voir un mec et puis lui dire, dis donc, moi j'ai envie de travailler là. Et puis, en général, les gens disent, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça dépend des conditions financières, mais pourquoi pas? Et là, il n'y a pas de conditions financières, tu dois le faire. On va prendre encore peut-être deux questions ou interventions. Non, je voulais rebondir par rapport à ce que tu évoquais et la réponse qu'en a faite Michel et Juliette, c'est que c'est une vraie problématique par rapport, c'est vrai, aux scénographes qui débutent, d'être reconnus. L'expérience de Juliette est très, très juste, donc c'est aussi une piste de réflexion qu'il faut avoir par rapport à des projets. Il faut vous rencontriez des cabinets de scénographes et que vous travaillez en coopération avec eux, qui plus est d'un point de vue géographique, ça peut être aussi bénéfique par rapport aux cabinets qui sont, à l'exception de Dox à Lyon ou de Félix à Aix, l'opportunité que vous avez de répartition sur le territoire et d'être représentant du cabinet pendant le chantier, et ainsi de suite. Donc il y a tout un travail à faire. Donc c'est à vous de mener ce boulot-là. Alors c'est vrai que par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure sur le fait de la recherche du trio acousticien, scénographe et architecte, c'est pas une fin en soi, c'est une préférence. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que sur des très gros projets, c'est quelque chose qu'on met en évidence, mais c'est pas du tout un point de blocage. Mais pour la maîtrise d'ouvrage, c'est aussi une assurance de la réalité d'une équipe qui fonctionne et qui s'est déjà entendue sur des gros projets. Mais ce n'est pas du tout un point de blocage. Il est évident que si dans une équipe, on a un architecte reconnu pour ses compétences sur des expériences de salle de spectacle, un scénographe et un acousticien, c'est vrai qu'il sera retenu évidemment. Donc il ne faut pas prendre ça non plus au pied de la lettre tel que je l'ai évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. D'autres questions, d'autres interventions? Oui, là-bas. J'arrive. Bonjour, Christopher Teston, donc un des associés de Scénarchie. L'échange qu'on a là entre la jeune génération et la nouvelle génération, nous on l'a avec Michel au moment où on s'est associé avec Scénarchie. J'ai pas de remarques particulières par rapport à tout ce qu'on vient de dire, mais je pense qu'en effet l'ancienne génération, je vais le dire comme ça avec des pincettes, je pense que vous avez encore un rôle à jouer. En effet, ça peut peut-être être par des livres ou par de la formation, mais je pense quand même que vous avez un savoir-faire qui est indiscutable et que je pense que vous avez encore quelque chose à transmettre pour nous sur votre expérience, sur les techniques que vous avez utilisées, etc. Et je lance peut-être le sujet vers vous, comme on peut en parler avec Michel, mais je pense que vous avez encore quelque chose à faire et peut-être que vous avez encore un peu de travail pour nous céder quelque chose. Ça peut être un livre ou une méthodologie ou quelque chose qui pourrait aussi nous aider. Parce que, en effet, la formation de scénographe, elle est compliquée, les parcours sont différents. Et peut-être que vous avez peut-être encore une méthodo, pas passe-partout, mais qui pourrait nous faciliter les choses, comme nous, on essaye de l'appliquer avec Michel. Et voilà, c'est plus pour vous donner du boulot encore. Rien ne vaut le travail sur un projet plutôt que à l'intérieur des livres. Alors, c'est vrai qu'on est pour certains comme Michel, moi à la retraite, mais c'est vrai qu'on continue. Alors après, pour répondre à ta remarque, je ne sais pas dans quel cadre ça peut se faire. Lors du dernier débat qu'on avait eu ici il y a quelques années, il y avait Michel autour de la table, il y avait Félix, on nous avait appelé les mammouths. C'était fort agréable, élégant. C'est vrai qu'on peut en discuter entre nous. C'est ce qu'on fait quand on se rencontre entre nous, avec Jackie aussi, et Thierry Guignard qui est dans un coin. Mais je ne vois pas sous quelle forme on peut aider à intervenir et auprès de qui pour expliquer tout ça.
Je ne sais pas. Une éventualité, on avait parlé de masterclass. Alors si ça vous intéresse, on peut organiser quelque chose comme ça. On se fait un grand week-end ou je sais pas quoi, dans un hôtel de luxe avec du soleil, des trucs, et on part. Nous, Non, mais nous, on paye, sérieusement. nous, on paye pas. Hein. Donc, je vous rassure tout de suite, et on choisit l'hôtel. Non, mais sérieusement, c'est ce genre de choses. Moi, ça m'intéresse, mais il faudrait que ce soit un peu cadré, quoi. Il faudrait que ça. Voilà. C'est un peu ce qu'on envisage aussi avec Géraldine Mercier à l'ENSAT de faire. C'était au départ que pour les dinosaures. C'était pas les mammouths dépêchés. Oui, après, je vais juste finir, te laisse, terminer voilà, en clôturer. fait. Voilà, c'est vrai que chacun de nous dit le parcours, ce serait bien par le plateau, par la technique, par un truc. Je veux aussi un petit peu défendre ma chapelle, c'est-à-dire que je pense que la notion, le parcours par l'architecture est aussi très importante. Elle est essentielle, c'est pas forcément pour devenir architecte, mais ça donne une vision. D'abord, la question de la fonctionnalité, l'espace, la relation entre les différentes choses. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas le projet que par le prisme de la technique, mais on regarde par le prisme de la fonctionnalité de l'espace. Ça, c'est très important, mais ce n'est pas suffisant. Ça, je suis entièrement d'accord là-dessus, c'est-à-dire qu'on ne va pas rester que des architectes de papier. L'architecte qui veut devenir scénographe, et il y en a qui sont très bien, c'est-à-dire ce sont ceux qui, justement, passent par le travail du projet, du plateau, de l'expérience, et c'est comme ça qu'on... Mais je pense qu'il est très important, surtout que le métier devient de plus en plus complexe par rapport à toutes ces normatives, par rapport à tous les réponses au concours, la responsabilité de la maîtrise d'œuvre et tout. Il faut quand même aussi avoir ce bagage-là. Mais on avait, de par le passé, puisqu'on est mammouth, organisé avec la HES d'ailleurs, je crois, un débat, une journée avec Jean-Michel Dubois, feu Jean-Michel Dubois, dont le thème était « Construis-moi un théâtre ». Et autour de la table, il y avait architectes, décorateurs, scénographes et techniciens. Et c'est vrai qu'on avait travaillé, on avait discuté toute une journée, d'ailleurs ça avait fait l'objet d'un article dans la HES, ou de deux, sur ce sujet. Donc ça rejoint ce que le propos de la masterclass qu'évoquait Michel à l'instant. Tout à fait, mais je pense comme... Voilà, donc il y a deux architectes passionnés du théâtre au premier rang. Effectivement, je pense justement pour souligner ce que dit Mahtab, effectivement, je pense que le fait aussi d'avoir cette formation d'architecte, elle permet de pouvoir dialoguer plus facilement avec l'architecte du bâtiment et d'avoir justement cette coordination et cette compréhension pour créer le lieu fonctionnel, effectivement, mais aussi une vision globale du lieu. Et ça, c'est très important. Le mot de la fin, parce qu'on a déjà largement débordé du temps qui nous était alloué. Voilà, on cherche des architectes amoureux de théâtre pour faire des théâtres et des scénographes amoureux d'architecture pour pouvoir faire pour pouvoir collaborer de manière. Et puis la question de la formation, elle reste ouverte effectivement parce que il y a un chantier à mettre en place à ce sujet. Merci à toutes et tous d'être venus aussi nombreux et puis merci beaucoup surtout aux intervenants.